tu es un boulet, a annoncé ma sœur à Thanksgiving. Tu ne contribues à rien pendant que je deviens associé. Papa a hoché la tête avec fierté. J'ai souri et j'ai ouvert mon téléphone, dissoudre le partenariat silencieux dans Harrison et Cole. Liquider immédiatement. L'associé principal l'a appelé pendant la tarte. La table de Thanksgiving était dressée avec la plus belle porcelaine de maman. Le service Wedgwood qui ne sortait que pour les fêtes et les enterrements. 22 personnes s'entassaient dans la salle à manger de mes parents. Une mère de membres de la famille élargie qui avait conduit depuis 3 États différents pour célébrer ensemble. La dinde était dorée, les accompagnements étaient abondants, et ma sœur Vivien menait les débats comme si elle plaidait devant la Cour suprême. J'ai une annonce à faire, a-t-elle déclaré, se levant à sa place près du bout de la table. Elle portait un chemisier en soie qui coûtait plus que mon budget mensuel pour les courses. Du moins, plus que ce que ma famille pensait être mon budget mensuel pour les courses. À partir de lundi, je serai officiellement associé chez Harrison et Cole. La table a éclaté en applaudissements. Tante Margaret a même essuyé des larmes. Oncle Robert a levé son verre de vin. Mes parents rayonnaient de cette fierté incandescente qu'ils réservaient exclusivement aux réussites de Vivien. Associé à 34 ans, a dit papa, en secouant la tête avec admiration. Dans l'un des cabinets d'avocats les plus prestigieux de la ville. C'est ma fille. Les yeux de Vivien ont croisé les miens à travers la table. Elle a souri. Ce sourire particulier qu'elle avait perfectionné pendant 32 ans de rivalité fraternelle. Celui qui semblait chaleureux pour tout le monde, mais qui était conçu spécifiquement pour blesser. Bien sûr, tout le monde ne peut pas réussir. Elle a fait un geste dans ma direction avec son verre de vin. J'aime ici se cherche encore. 32 ans, pas de vraie carrière, ne contribuant à rien pendant que je deviens associé. Honnêtement, tu es un boulet. Mais je suppose que chaque famille en a besoin d'un. Les rires étaient gênés, mais présents. Certains parents se sont agités sur leurs chaises. D'autres ont hoché la tête en signe d'approbation. Ils avaient entendu cette histoire si souvent qu'ils avaient cessé de la remettre en question. Papa a hoché la tête fièrement en direction de Vivien, comme si m'humilier publiquement n'était qu'un autre accomplissement à célébrer. Maman m'a tapoté la main de l'autre côté de la table. Ne t'inquiète pas, ma chérie. Peut-être que l'année prochaine, tu trouveras ta voie. J'ai souri. Juste souri. Puis j'ai ouvert mon téléphone sous la table et j'ai envoyé un courriel à Patricia Weston, mon avocate. Dissoudre le partenariat silencieux dans Harrison et Cole. Liquider immédiatement. Retrait total de l'investissement en capital conformément à la section 7.3 de l'accord de partenariat. Sa réponse est arrivée en moins de 2 minutes. Confirmé. Lancement du retrait de la contribution en capital de 3,1 millions d'euros. Harrison et Cole recevront un avis formel dans l'heure. Êtes-vous certaine? J'ai répondu. Jamais été plus certaine. Maman apportait la tarte à la citrouille quand le téléphone de Vivien a commencé à vibrer. Elle l'a d'abord ignoré. Elle acceptait encore les félicitations de cousins éloignés, mais il continuait, BZZ, BZZ, BZZ. Puis il a commencé à sonner avec un véritable appel. Elle a jeté un coup d'œil à l'écran et a froncé les sourcils. C'est Richard Harrison, l'associé principal. Elle s'est levée, se dirigeant déjà vers le couloir. Je dois prendre cet appel. Il me félicite probablement pour mon association. Depuis l'embrasure de la porte, je l'ai regardé répondre avec un sourire confiant. J'ai vu ce sourire se figer. J'ai vu la couleur quitter son visage tandis que Richard Harrison lui annonçait une nouvelle qui allait remodeler tout ce qu'elle pensait savoir sur son précieux cabinet d'avocat. Je me suis servi une part de tarte à la citrouille. Elle était délicieuse. Dans notre famille, il n'y avait qu'une seule définition acceptable du succès, le prestige professionnel. Papa était un cardiologue dont la réputation le précédait partout. Maman était une juge fédérale à la retraite dont les opinions étaient encore citées dans les cours de droit. Vivien avait été préparée pour la faculté de droit depuis qu'elle savait prononcer le mot jurisprudence. Il lui avait littéralement offert un marteau de juge enjoué pour son 5e anniversaire. La famille Whitmore n'avait pas seulement des attentes. Nous avions une dynastie à maintenir, une réputation à défendre, un héritage d'excellence professionnelle qui remontait à 3 générations et ne montrait aucun signe de ralentissement. Et puis il y avait moi. Je n'ai jamais été intéressé par la médecine ou le droit.
Pendant que Vivien simulait des procès dans sa chambre et que papa lui apprenait à diagnostiquer à partir des symptômes, j'étais dans le garage à démonter de vieux ordinateurs. Pendant qu'elle faisait des stages dans des cabinets d'avocats chaque été, j'apprenais seul à coder, à construire, à créer des choses à partir de rien. J'aime traverse une phase, disait maman aux parents à chaque réunion de famille. Elle finira par y arriver. Elle a juste besoin de trouver sa voie. Je n'y suis jamais arrivé. Au lieu de cela, j'ai abandonné les études de pré-médecine après un semestre, à l'horreur de mes parents, et je suis passé à l'informatique. Le jour où je leur ai annoncé, papa a littéralement quitté la table sans un mot. Maman a pleuré. Vivien m'a envoyé un texto qui disait seulement « Félicitations pour avoir gâché ton avenir ». Puis j'ai abandonné ça aussi, parce que je gagnais déjà plus d'argent avec mes projets parallèles que mes professeurs en salaire. Cette nouvelle a été encore plus mal accueillie. Papa ne m'a pas parlé pendant 3 mois. Elle gâche son avenir, ai-je entendu papa dire à maman quand j'avais 20 ans. Pas de diplôme, pas de profession, juste en train de jouer avec des ordinateurs comme si elle avait encore 12 ans. Ce qu'il ne savait pas, ce que je ne lui ai jamais dit, c'est que mon jeu avec les ordinateurs m'avait déjà rapporté un demi-million d'euros. Une vulnérabilité de sécurité que j'avais découverte et signalée m'avait valu une prime pour la découverte de failles qui lui auraient pris des mois à gagner en chirurgie. Une application que j'avais conçue pour rire avait été acquise par une entreprise technologique pour un montant à 6 chiffres avant mes 21 ans. Je n'en ai parlé à personne. Pourquoi l'aurais-je fait? Chaque fois que j'essayais de partager une réussite, Vivien trouvait un moyen de la minimiser ou de rediriger la conversation vers ses propres accomplissements. Chaque dîner de famille devenait une compétition à laquelle je n'avais jamais demandé de participer. Et aux yeux de mes parents, une compétition que je perdais toujours. Alors j'ai arrêté de concourir. Je les ai laissés croire que j'étais l'échec, la décrocheuse, le boulet qui ne pouvait pas mettre de l'ordre dans sa vie. C'était plus facile que de se battre pour la reconnaissance de personnes qui avaient déjà décidé qui j'étais. Pendant ce temps, en coulisses, je bâtissais tranquillement un empire. À 25 ans, ma valeur nette avait dépassé les 10 millions d'euros. Une start-up de cybersécurité que j'avais cofondée a été acquise par une grande entreprise technologique dans une transaction qui a valorisé mes actions à 8,2 millions d'euros. J'ai utilisé cet argent pour lancer Tornwood Capital, une société d'investissement privé spécialisée dans les entreprises de services professionnels, cabinets d'avocats, cabinets comptables, groupes médicaux. Le genre d'entreprise que ma famille vénérait mais ne comprenait pas du point de vue du capital. Je les comprenais intimement. J'avais grandi en observant le fonctionnement de ces entreprises, en écoutant mes parents discuter de la politique et de l'économie de leur profession. Je savais que même les cabinets d'avocats les plus prestigieux étaient souvent à une mauvaise année de la crise. Que leur bilan était fragile, leur flux de trésorerie dépendant d'une poignée de clients majeurs, leur structure de partenariat conçue pour extraire un profit maximal tout en laissant un coussin minimal pour les urgences. Tornwood Capital se spécialisait dans la fourniture de partenariats de capital silencieux à ces entreprises. Nous investissions des sommes importantes, généralement de 2 millions à 5 millions d'euros, en échange de rendements fixes et d'une participation aux bénéfices. Aucune implication dans la gestion, aucun nom sur la porte, juste de l'argent discret qui permettait à des entreprises prestigieuses de se développer, d'embaucher des talents et de traverser des périodes difficiles. Quand Harrison et Cole nous ont approchés il y a 4 ans, j'ai failli rire. Le cabinet était en difficulté. Ils avaient perdu 3 clients majeurs dans un scandale d'espionnage industriel qui n'était pas de leur faute, mais qui les avait entachés par association. Leurs associés principaux menaçaient de partir chez des concurrents. Ils avaient désespérément besoin de capitaux, un minimum de 3 millions d'euros, et les banques étaient nerveuses à l'idée de prêter à des cabinets d'avocats dans le climat actuel. Mon équipe m'a présenté le dossier sans connaître mon lien. Pratique sous-jacente solide, a dit l'analyste, juste besoin de capital de stabilisation. Le potentiel de hausse est important s'ils peuvent surmonter cette tempête. J'ai regardé la liste des associés et j'ai vu un nom familier. Vivien Whitmore, collaboratrice senior en voie de devenir associée. Le cabinet de ma sœur, désespérément à la recherche d'argent, venait à moi. L'ironie était si épaisse que je pouvais la goûter. J'ai investi 3,1 millions d'euros par l'intermédiaire de Tornwood Capital, structuré comme un partenariat silencieux avec participation aux bénéfices. L'affaire a été gérée par mes avocats sans aucune mention de mon nom dans la documentation. Pour Harrison et Cole, nous étions simplement un fonds d'investissement faisant un pari stratégique sur leur redressement.
Et ils se sont redressés. Avec notre injection de capital, ils ont stabilisé leurs opérations, conservé leurs associés clés et commencé à reconstruire leur clientèle. En 2 ans, ils étaient de nouveau rentables. En 3 ans, ils étaient florissants, se développant dans de nouveaux domaines de pratique, embauchant agressivement, grimpant dans les classements des meilleurs cabinets régionaux. Les publications spécialisées ont publié des articles sur leur redressement remarquable, créditant la vision stratégique des associés et leur engagement inébranlable envers l'excellence. Personne n'a mentionné les 3,1 millions d'euros anonymes qui avaient rendu ce redressement possible. Personne ne savait qu'il fallait le mentionner. Mon investissement avait doublé de valeur. Les 3,1 millions d'euros valaient maintenant plus de 6 millions d'euros sur le papier, générant des rendements annuels de près de 400 000 euros. Chaque trimestre, je recevais des rapports détaillés sur les performances du cabinet, sur les affaires gagnées, les clients acquis, les collaborateurs promus, sur la trajectoire de Vivien vers l'association. Et pendant tout ce temps, Vivien n'en avait aucune idée. Elle ne savait pas que sa sœur Boulet détenait une participation importante dans le cabinet qu'elle était si fière de rejoindre. Elle ne savait pas que son association, l'accomplissement suprême qu'elle venait d'annoncer à Thanksgiving, n'était possible que parce que j'avais discrètement sauvé le cabinet de l'effondrement. À chaque fête, elle se moquait de moi. À chaque réunion de famille, elle rappelait à tout le monde mes échecs. Chaque appel téléphonique avec maman revenait d'une manière ou d'une autre sur le succès de Vivien et sur le caractère préoccupant de mes choix de vie. J'absorbais tout, je souriais à travers tout ça, je rentrais dans mon pantouse, je consultais mon portefeuille d'investissement et je me rappelais que la vengeance était un plat qui se sert à Thanksgiving, juste entre la dinde et la tarte. Qu'un jour la vérité éclaterait, que la patience était une forme de pouvoir en soi. Je ne savais juste pas que ce jour serait ce Thanksgiving particulier, où ma sœur a finalement poussé le bouchon trop loin. Vivien est resté dans le couloir pendant 15 minutes. Nous pouvions tous entendre des bribes de la conversation à travers le mur. Comment ça, un retrait, et c'est impossible, et aimer le vote pour l'association était lundi. Sa voix ne cessait de monter, se brisant d'une manière que je n'avais jamais entendue de la part de ma sœur toujours si posée. Le reste de la famille a essayé de continuer le repas, mais l'énergie avait changé. Les fourchettes déplaçaient la nourriture dans les assiettes. Les conversations commençaient et s'arrêtaient. Tout le monde jetait des regards vers le couloir où Vivien faisait maintenant les 100 pas, une main pressée contre son front. « Qu'est-ce qui se passe » m'a chuchoté maman comme si je pouvais le savoir. J'ai haussé les épaules. Des trucs de boulot, probablement. Tu sais à quel point les cabinets d'avocats sont exigeants. Quand Vivien est finalement revenu à table, elle avait l'air d'avoir vieilli de 5 ans. Son maquillage parfait était maculé. Ses mains tremblaient. Elle s'est assise lourdement, fixant sa tarte intacte comme si elle pouvait contenir des réponses. Ma chérie, papa a tendu la main vers son bras. Qu'est-ce qui ne va pas ? Notre investisseur silencieux, a-t-elle dit, la voix creuse. Le partenaire financier qui a sauvé le cabinet il y a 4 ans. Il retire tout. 3,1 millions d'euros de capital plus leur participation aux bénéfices. Ils veulent que ce soit liquidé immédiatement. Peuvent-ils faire ça ? A demandé oncle Robert. Apparemment, l'accord de partenariat a une clause de retrait. Un préavis de 90 jours, et ils l'ont donné. La voix de Vivien s'est brisée. Richard a dit que nous devrons reporter toutes les nouvelles associations jusqu'à ce que la situation du capital soit résolue. Cela inclut la mienne. La table est devenue silencieuse. L'association qui avait été célébrée 10 minutes plus tôt était soudainement en péril. Mais vous pouvez sûrement trouver d'autres investisseurs, a dit maman, toujours prompte à résoudre les problèmes. En 90 jours, avec la saison des fêtes qui commence, Vivien a ri amèrement. Les investissements dans les cabinets d'avocats sont spécialisés. Les investisseurs qui font ça n'apparaissent pas du jour au lendemain. Richard a dit que nous pourrions devoir. Elle s'est arrêtée, se reprenant. Nous pourrions devoir licencier certains collaborateurs pour couvrir le déficit de capital. J'ai pris une autre bouchée de tarte et je n'ai rien dit. Les semaines après Thanksgiving ont été un chaos pour Harrison et Cole. Sans les 3,1 millions d'euros de capital de Thornwood, le bilan du cabinet semblait soudainement précaire. Les banques qui avaient été heureuses d'accorder des lignes de crédit ont commencé à poser des questions embarrassantes. Les plans d'expansion qui avaient été approuvés ont été mis en attente. Le parcours vers l'association pour lequel Vivien avait travaillé pendant 8 ans a été gelé indéfiniment.
Elle m'a appelé 3 jours après Thanksgiving. La première fois qu'elle prenait l'initiative de m'appeler depuis plus d'1 an. J'ai besoin de ton aide. Sa voix était tendue, dépourvue de sa condescendance habituelle. Tu travailles avec les ordinateurs, n'est-ce pas? Peut-être que tu connais quelqu'un qui connaît quelqu'un dans la finance. Le cabinet essaie de trouver des investisseurs de remplacement, et nous sommes à court d'options. Je pensais que j'étais un boulet, ai-je dit doucement. Pourquoi aurais-je des contacts utiles? Ce n'est pas le moment de. Elle s'est arrêtée, a pris une profonde inspiration. Je suis désolé d'avoir dit ça. C'était dur, mais c'est sérieux. Ma carrière est en jeu. S'il te plaît. Je vais y réfléchir, ai-je dit, et j'ai raccroché. Maman a appelé ensuite. Puis papa, tous deux avec le même message. Aide ta sœur. Mets de côté les petites rancunes que tu peux avoir. Sois la plus intelligente. Nous savons que vous avez vos différends, a dit maman. Mais la famille, c'est la famille. Vivien a travaillé si dur pour cette association. Ne peux-tu pas juste essayer de l'aider? Je l'ai aidé, ai-je dit tranquillement. Plus que vous ne le pensez. Qu'est-ce que ça veut dire? Rien. Laisse tomber. Je verrai ce que je peux faire. J'ai laissé passer 2 semaines de plus. Vivien laissait des messages vocaux de plus en plus désespérés. Le cabinet a engagé un conseiller financier pour trouver des investisseurs de remplacement. Richard Harrison a appelé tous les fonds d'investissement de son réseau. Aucun ne s'est engagé. Les investissements dans les cabinets d'avocats étaient risqués, spécialisés, et la plupart des fonds qui faisaient ce genre d'opération avaient déjà fait leurs allocations pour l'année. Harrison et Cole manquaient de temps et d'options. L'association de Vivien, la chose pour laquelle elle avait travaillé pendant 8 ans, l'accomplissement qu'elle avait annoncé si triomphalement à Thanksgiving, lui échappait. J'aurais pu la laisser souffrir plus longtemps. Une partie de moi le voulait. La partie qui se souvenait de chaque commentaire cruel, de chaque rire dédaigneux, de chaque fois qu'elle m'avait traité de boulet devant des gens qui auraient dû me défendre. Mais je ne suis pas cruel. Je ne l'ai jamais été. C'était toujours la différence entre nous. Le 20 décembre, j'ai envoyé un texto à Vivien. Viens à mon appartement demain à 14 h. Je pense que je peux aider, mais nous devons parler en personne. Sa réponse a été immédiate. Merci. 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 Je serai là. Vivien est arrivée à mon immeuble à 14 h précises. Elle avait clairement réfléchi à sa tenue, assez professionnelle pour montrer du respect, assez décontractée pour suggérer qu'il s'agissait d'une visite entre sœurs plutôt que d'un appel désespéré. Elle avait opté pour un pull en cachemire et un jean de marque, l'uniforme des femmes riches essayant de paraître accessibles. Elle s'est figée dans le hall lorsque le portier m'a salué par mon nom. « Bonjour, mademoiselle Whitmore », a-t-il dit. « Votre invitée, ma sœur. » Elle est attendue. Vivien n'a rien dit pendant que nous montions en ascenseur jusqu'à l'étage du Penthouse. N'a rien dit lorsque j'ai déverrouillé la porte de mon appartement, un appartement de 2400 pieds carrés avec vue sur la rivière, des baies vitrées allant du sol au plafond et des œuvres d'art sur les murs qui lui auraient coupé le souffle si elle avait su ce qu'elle valait. C'est. Elle a regardé autour d'elle, incapable de terminer sa phrase. Tu habites ici? Depuis 3 ans maintenant. Mais comment? Tu n'as pas de travail. Tu ne. Elle s'est arrêtée, en train de se recalibrer. Je veux dire, je ne savais pas que tu réussissais si bien. Non, ai-je convenu. Tu ne savais pas. Tu n'as jamais demandé. J'ai fait un geste vers le salon. Assieds-toi, Vivien. Nous avons beaucoup de choses à nous dire. Elle s'est assise sur mon canapé en cuir, l'air aussi mal à l'aise que je ne l'avais jamais vue. L'avocate confiante qui commandait les salles d'audience avait disparu. À sa place se trouvait une femme dont le monde s'écroulait et qui était venue demander de l'aide à sa sœur au boulet. Je me suis assise en face d'elle et j'ai posé un dossier sur la table basse entre nous. Sais-tu qui est Tornwood Capital? Ai-je demandé. C'est l'investisseur qui se retire, a-t-elle dit. Richard essaie de joindre quelqu'un là-bas depuis des semaines, mais il ne communique que par l'intermédiaire d'avocats. Ouvre le dossier. Elle l'a fait. À l'intérieur, l'accord d'exploitation de Tornwood Capital me désignant comme fondatrice et associée gérante.
Des relevés bancaires documentant l'investissement de 3,1 millions d'euros dans Harrison & Cole. 4 ans de distribution de bénéfices provenant de son cabinet d'avocats vers mes comptes. L'accord de partenariat que Richard Harrison lui-même avait signé, sans jamais savoir que l'investisseur silencieux qui sauvait son cabinet était la petite sœur de sa nouvelle associée. Le visage de Vivien est devenu blanc, puis rouge, puis d'une nuance de gris que je n'avais jamais vue auparavant. C'est. Elle a levé les yeux vers moi, puis a regardé de nouveau les documents. Tornwood Capital, c'est toi. Je suis l'actionnaire majoritaire et la fondatrice, oui. Mais ça veut dire. Sa voix s'est étranglée. Il y a 4 ans, quand le cabinet était en crise, quand nous avons failli couler. C'était toi. J'ai investi 3,1 millions d'euros pour sauver Harrison & Cole de l'effondrement. Pour sauver ta carrière, Vivien, avant même que tu saches qu'elle avait besoin d'être sauvée. J'ai gardé ma voix calme, contrôlée, de la même manière que j'avais appris à gérer mes émotions lors des dîners de famille pendant des années. Ta voie vers l'association, ta trajectoire, tout ton avenir dans ce cabinet. Tout cela existe parce que ta sœur Boulet a signé un chèque quand personne d'autre ne le voulait. Elle pleurait maintenant. Des larmes silencieuses coulaient sur son visage, maculant le maquillage qu'elle avait si soigneusement appliqué. L'avocate posée qui ne montrait jamais d'émotion au tribunal s'effondrait sur mon canapé en cuir. « Pourquoi ne me l'as-tu pas dit » a-t-elle chuchoté. Toutes ces années. Toutes les choses que j'ai dites. Et tu n'as jamais. Est-ce que ça aurait fait une différence ? Je me suis penché en avant. M'aurais-tu traité différemment si tu l'avais su ? Ou aurais-tu trouvé un moyen de le minimiser, de t'en attribuer le mérite, de faire en sorte que tout tourne autour de toi ? Aurais-tu dit, eh bien, le petit investissement de Jem a aidé, mais c'est vraiment notre travail acharné qui a sauvé le cabinet. Elle n'a pas répondu. Nous connaissions toutes les deux la réponse. J'ai passé toute ma vie à être comparé à toi, ai-je continué, à m'entendre dire que j'étais l'échec, la déception, le boulet qui ne pouvait pas mettre de l'ordre dans sa vie. Et pendant tout ce temps, je construisais quelque chose qui éclipse ton salaire d'associé de cabinet d'avocat. Tornwood Capital gère plus de 40 millions d'euros d'investissement dans 6 cabinets d'avocats et 3 cabinets comptables. Ma valeur nette personnelle est d'un peu moins de 18 millions d'euros. J'ai bâti une entreprise qui emploie 11 personnes et génère des rendements que la plupart des fonds spéculatifs envieraient. J'ai laissé ces chiffres en suspens dans l'air, je l'ai laissé faire le calcul, comparer son salaire d'associé à mon portefeuille, mesurer son succès au mien en utilisant la seule métrique qui ait jamais compté pour notre famille. Je me suis levé et j'ai marché jusqu'à la fenêtre, regardant la rivière en contrebas. Mais tu n'as jamais demandé. Tu ne t'es jamais posé de questions. Tu étais si occupé à être celle qui réussit que tu n'as jamais remarqué que je construisais quelque chose de réel. Tu avais juste besoin que je sois un échec pour que tu puisses te sentir comme un succès. Qu'est-ce que je dois faire ? A demandé Vivien, la voix brisée. Pour sauver le cabinet. Pour arranger ça. S'il te plaît, Jem, dis-moi ce que tu veux. Je me suis retourné de la fenêtre. Je vais te donner le choix, Vivien. 2 options. N'importe quoi. Option 1, je finalise le retrait. Harrison & Cole se démènent pour trouver des capitaux de remplacement. Peut-être qu'ils réussissent, peut-être pas. Ton association est retardée d'1 an, peut-être 2, peut-être pour toujours. Tu assumes les conséquences d'un cabinet en crise. Elle a fermé les yeux. Et l'option 2. Je réintègre l'investissement, avec des modifications. Un accord de partenariat renégocié qui donne à Tornwood une plus grande participation aux bénéfices. Une reconnaissance formelle de mon rôle en tant que partenaire financier, non plus silencieux. Et, j'ai fait une pause, m'assurant qu'elle écoutait, à la fête de fin d'année du cabinet la semaine prochaine, où il prévoyait d'annoncer ton association, tu me présentes à Richard Harrison comme ta sœur, comme la fondatrice de Tornwood Capital, comme la personne qui a sauvé son cabinet. Tu veux que je reconnaisse publiquement que toi. Que ta sœur Boulet finance ma carrière depuis 4 ans. Oui, c'est exactement ce que je veux. Je me suis rassise en face d'elle. Je ne te demande pas de t'humilier, Vivien. Je te demande de dire la vérité. Il y a une différence. Et honnêtement, la vérité est bien plus intéressante que la fiction dans laquelle nous avons toutes les deux vécu. Elle est restée silencieuse pendant un long moment. Je pouvais la voir lutter avec ça. Sa fierté,
son image, le récit qu'elle avait construit sur qui réussissait et qui ne réussissait pas. L'histoire qu'elle s'était racontée pendant 30 ans sur le fait d'être la sœur accomplie pendant que j'étais l'échec. Il y a une autre chose, ai-je dit. Plus de commentaires sur le haut boulet. Plus de comparaisons au dîner de famille. Plus de traitement comme si j'étais un embarras que tu dois expliquer aux parents. À partir de maintenant, tu me traites comme une égale. Parce que c'est ce que je suis. C'est ce que j'ai toujours été. Tu étais juste trop aveugle pour le voir. Elle m'a regardé pendant un long moment. Vraiment regardé, peut-être pour la première fois depuis des années. Voyant non pas la sœur ratée qu'elle avait construite dans son esprit, mais la personne qui était réellement assise en face d'elle. J'ai été horrible avec toi, a-t-elle dit tranquillement. Je ne sais pas comment réparer ça. Tu peux commencer par accepter l'option 2. Le reste prendra du temps. Elle a hoché la tête lentement. Option 2. J'accepte. La fête de fin d'année a été exactement aussi gênante que je l'avais prévue, et exactement aussi satisfaisante. Vivien m'a présenté à Richard Harrison avec un malaise visible mais des mots sincères. Richard, je voudrais te présenter ma sœur, Jem Whitmore. Elle est la fondatrice et l'associée gérante de Thornwood Capital. Le visage de Richard est passé par plusieurs phases, la confusion, la reconnaissance, puis une sorte de respect stupéfait. Vous êtes Thornwood ? Mais nous essayons de vous joindre depuis des semaines. Vous êtes la sœur de Vivien ? Celle-là même, ai-je dit en lui serrant la main. Je comprends qu'il y ait eu une certaine inquiétude concernant notre investissement. Je serais heureuse de discuter de la voie à suivre. Nous avons passé 1 heure dans son bureau ce soir-là à renégocier les termes qui maintiendraient Thornwood investi dans Harrison & Cole pour 5 années supplémentaires. Le nouvel accord me donnait un siège à leur conseil consultatif et une participation aux bénéfices significativement plus élevés. En échange, le cabinet a obtenu la stabilité, et Vivien a obtenu son association. Elle a été officiellement nommée associée le 15 janvier. Au dîner de célébration, elle a porté un toast qui a fait pleurer ma mère. Je veux remercier ma famille de m'avoir soutenu, a-t-elle dit en levant son verre. Et je veux tout particulièrement remercier ma sœur, Jem, qui a soutenu Harrison & Cole d'une manière que je n'ai jamais connue et jamais appréciée. J'ai passé des années à la qualifier d'échec de la famille alors qu'elle construisait tranquillement quelque chose d'extraordinaire. J'avais tort. J'avais tellement tort, et je suis reconnaissante qu'elle soit assez généreuse pour me donner la chance d'apprendre de cela. La salle a applaudi. Mes parents avaient l'air abasourdis. Maman pleurait vraiment, tamponnant ses yeux avec sa serviette. Papa n'arrêtait pas de regarder entre Vivien et moi, comme s'il ne parvenait pas à concilier les nouvelles informations avec ses anciennes hypothèses. La fille brillante qu'il avait célébrée remerciait publiquement la fille ratée qu'il avait méprisée. C'était, à sa manière, un magnifique chaos. Après le dîner, il m'a pris à part, l'air plus vieux que je ne l'avais jamais vu. Jem, je te dois des excuses. De vraies excuses, pas le genre que je fais depuis des années et qui ne signifiait rien. Je n'avais aucune idée. Tu n'as jamais rien dit. Et je n'ai jamais demandé. J'étais tellement occupé à être fier de Vivien que j'ai oublié de m'interroger sur toi. Tu n'as jamais demandé, ai-je dit. Tu étais si occupé à être fier de Vivien que tu ne t'es jamais demandé ce que je faisais. Il a hoché la tête lentement, acceptant la vérité de la situation. J'aimerais changer ça, si tu me le permets. Nous verrons, ai-je dit. Cela fait maintenant 6 mois. Vivien et moi ne sommes pas les meilleurs amis du monde. Nous ne le serons peut-être jamais, mais nous sommes quelque chose que nous n'avons jamais été auparavant, honnêtes l'une envers l'autre. Elle m'appelle pour me demander conseil sur les finances du cabinet. Je l'appelle pour lui demander son avis sur les structures juridiques de nouveaux investissements. Nous sommes devenus d'improbables alliés. Au dîner de Pâques le mois dernier, maman m'a posé des questions sur mon travail pour la première fois depuis des années. Elle a vraiment posé des questions, vraiment écouté, semblait vraiment intéressée à comprendre ce que fait Thornwood Capital. Je ne comprends pas la moitié, a-t-elle admis, mais je vois que tu aimes ça. Et je vois que tu es doué pour ça. Je suis désolé de ne pas l'avoir vu plus tôt. Ce n'était pas suffisant. Pas pour plus de 20 ans d'invisibilité, mais c'était un début. Thornwood Capital continue de croître. Nous nous sommes étendus sur 3 nouveaux marchés et avons dépassé les 60 millions d'euros d'actifs sous gestion. Le mois dernier,
Forbes m'a contacté pour m'inclure dans un article sur les femmes dans le capital investissement. J'ai dit oui. Il est temps d'arrêter d'être silencieuse. L'article paraîtra le mois prochain. Ils veulent me photographier dans mon Penthouse, avec la vue sur la rivière derrière moi et mes références d'investissement bien en évidence. Le titre qu'ils proposaient, La force tranquille, comment Jem Whitmore a bâti un empire de 60 millions d'euros dans l'ombre. C'est un peu dramatique, mais ça me plaît. Après 32 ans d'invisibilité, un peu de drame semble mérité. Parce que voici ce que j'ai appris. Être invisible est une forme de pouvoir, mais c'est aussi une forme de prison. On peut construire des empires en silence, mais finalement, il faut entrer dans la lumière. Finalement, il faut laisser les gens voir ce que vous avez créé, non pas pour leur validation, mais pour la vôtre. Non pas parce que vous avez besoin de leur approbation, mais parce que se cacher est une forme de honte en soi, et vous n'avez rien fait dont vous devriez avoir honte. J'ai été le boulet pendant 32 ans. Maintenant, je suis l'associée silencieuse qui a sauvé le cabinet de ma sœur, la fondatrice d'une société d'investissement de 60 millions d'euros, et la personne que ma famille appelle quand elle a besoin de conseils financiers. Certains retournements de situation valent 3,1 millions d'euros. Celui-ci valait plus. Il valait la peine d'être enfin vu. Valait la peine de voir mes parents s'enquérir de mon travail avec un intérêt sincère au lieu d'une tolérance polie. Valait la peine de regarder Vivien me présenter à ses collègues comme ma sœur, l'investisseuse, au lieu de faire comme si je n'existais pas. Valait la peine de savoir que j'avais construit quelque chose de réel, de durable, quelque chose qui avait de la valeur au-delà de l'opinion de quiconque. J'ai été le boulet pendant 32 ans. Mais l'espace, il s'avère, c'est là où l'on construit des choses quand personne ne regarde. Et j'ai bâti un empire.